Donc j'ai réfléchi à une première question qui est celle de la possibilité d'intervenir au sein même de cette épreuve d'avoir à vous parler, car ça en est une. Et j'attends beaucoup de votre présence. Et je me suis dit que, étant donné que je me suis laissé dire que l'Académie baroque ne fonctionnait pas de façon très régulière, que les questions qui vous paraissent pouvoir être ensemencées et élaborées auraient toute leur place dans des prises de parole dans l'Académie baroque. Voilà. C'est la première chose que je voulais vous dire, c'est-à-dire le lieu des élaborations singulières, à partir desquelles chacun élabore sa pratique. L'autre point, mais je vois que Martine Pagès n'est pas là, je l'ai appelé hier pour lui dire que dans le cas où il n'y aurait personne qui se serait inscrit à l'Académie baroque, pas de façon régulière, mais pour aujourd'hui, je souhaitais proposer quelque chose qui tourne autour de la question du traumatisme et de l'insécurité sociale. Comme c'est un thème sur lequel j'ai pas mal bossé, mais qui ne trouve pas vraiment sa place directement dans ce que je veux vous raconter par ailleurs, si ça se fait, pourquoi pas. Voilà. Ça serait donc en deux parts. Alors, la question évidemment, ça a dû vous paraître quand même vachement touffu, riche ou abondant, ou ce qu'on veut la dernière fois. Je m'en excuse, ça sera encore aujourd'hui. J'appréhende cette nouvelle séance pas mal. Parce que ça fuse de tous les côtés et ça ne structure pas forcément les idées. Mais il m'est venu une idée en venant tout à l'heure que, pour résumer la question de la structure, on pourrait peut-être prendre le protocole analytique, qui est fait à la fois de redondance et à la fois d'activités régulièrement renouvelées et non répétitives. Autrement dit, un binarisme ou un dualisme où il y a d'un côté, je dirais, l'organisation, comme dirait un neurobiologiste entendu il y a quelques jours, qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'avais noté son nom parce que maintenant les noms commencent, il s'appelle Dehaene, je crois, voilà, que certains d'entre vous connaissent, qui insistait sur cette question, qu'il faut à la fois des fonctions, des processus, de la fameuse plasticité permanente tout au long de la vie. Ça chamboule tout quand même cette question, mais pour ça il faut effectivement une organisation qui fonctionne, une architecture. Donc voilà. Pour dire quelques mots sur la question de la structure, c'est évidemment loin de ce qu'on a raconté. Et je vous avais quand même évidemment lourdement insisté sur le fait que la structure comme système de transformation intéresse au-delà du langage, puisqu'on avait dit que dans cette analyse lévi-straussienne un petit peu de la structure, la structure intéresse au-delà du langage le social. Le social est l'engagé. C'est une notion qui ne va pas du tout de soi, je pense, enfin je ne sais pas comment vous êtes fait, mais moi j'ai mis pas mal d'années avant de me persuader. Enfin, d'ailleurs, c'est pas sans persuader, c'est que c'est des logiques. Il y a des cohérences de logique, voilà. Donc, et la structure intéresse le social à un double titre, l'échange, le contrat d'une part, et le non contractuel, la transmission d'autre part, qui ne peuvent exister chacun que par l'autre. Voilà. À ce double type, la structure intéresse l'existence spécifique de l'homme, qui non seulement ne peut que vivre en société, faut insister vraiment là-dessus. C'est pour ça que à Alter, ça me paraît fondamental de poser d'abord qu'on vient travailler à Alter à partir des pratiques sociales, parce que c'est ça qui fonde l'humain. Et que c'est à partir de là qu'on peut éventuellement s'individualiser et se subjectiviser, singulariser. Donc, la structure intéresse l'existence spécifique de l'homme, qui non seulement ne peut que vivre en société, mais doit, à leur différence des autres animaux sociaux, produire de la société pour vivre et survivre. Et on voit bien, par les temps qui passent, combien
pas plus aujourd'hui qu'hier. Si on a l'occasion d'en parler, je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense qu'il vaut mieux vivre aujourd'hui qu'il y a quelques décennies du temps des parents de nos grands-parents. Voilà. Donc, retenons que la structure, pour moi, n'est pas quelque chose de fixé une fois pour toutes. Voilà. Et l'autre point éventuel, c'est que la structure n'empêche pas cet élément de base qui est la primauté du subjectif. La structure enfante du subjectif chez nous. Je ne vais pas vous redonner une fois de plus le programme qui évidemment évolue toujours de fois en fois. Je voudrais simplement dire que aujourd'hui, ça va encore, il va falloir qu'on s'accroche les uns et les autres. Moi d'abord, et puis vous peut-être aussi, si vous en êtes d'accord. Et que la prochaine fois, j'aimerais parler de l'efficacité symbolique, qui est dans la suite un petit peu de l'étude des mythes, et qui est une question fort importante, puisqu'elle est au principe de l'activité de beaucoup de praticiens du social comme de la santé. Après, j'aimerais parler du roman familial des névroses, parce qu'on a un peu trop vite sauté sur le mythe individuel du névrosé qu'avait raconté Lacan, mais que Lacan lui-même s'était abreuvé, comme souvent, du côté de Freud, notamment dans ce court papier, le roman familial des névrosés, qui est tout à fait intéressant. Donc ensuite, le mythe individuel du névrosé, parce que lui, il avait d'entrée de jeu, il a posé le mythe du côté du mythe, c'est-à-dire avec quatre éléments structurants. Vous verrez que le quatrième élément fait débat, bien sûr. Autrement que chez Freud, mais fait débat. Donc après la critique par Lévi-Strauss de la psychanalyse freudienne, si je peux, donc aujourd'hui le traumatisme et l'insécurité sociale, et après ça sera le gros œuvre qui sera l'ontogénèse, récapitule-t-elle la phylogénèse. Voilà, donc ça je vous précise pas parce que il y a de quoi faire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je me sens pressé par le temps de la vie sans doute. Alors en introduction à la problématique des mythes, voilà, il y a une introduction un peu longue, mais enfin bon, écoutez, c'est pas un devoir, c'est pas un examen, c'est pas un concours, c'est quelques éléments de travail à des fins de recherche et de retour. Il s'agit d'ensemencer ce qui permettrait à un collectif de travailler dans une direction qui n'est pas forcément la direction permanente, puisque vous avez bien compris que il faut que je le répète un peu à chaque fois, que je suis en quête d'une élaboration possible de l'appareil psychique qui permettrait de rendre cohérent l'articulation d'une phylogénèse possible avec l'ontogénèse propre à chaque individu qui se développe. Et si on y arrivait, on aurait peut-être les germes d'une théorie générale de l'individu, du psychisme humain, et alors on pourrait poser la psychanalyse dans ce cadre-là comme science sociale et qui en débat avec d'autres sciences sociales, puisque c'est une question qui jusqu'ici a fait débat. Les psychanalystes étant toujours dans la fuite concernant la question qui est posée par les représentants des sciences sociales. Voilà. Alors, la question qu'on peut poser pour commencer, c'est que, comme la notion des mythes est loin d'être élucidée, le conflit des interprétations est partout présent. Le conflit des interprétations, c'est un terme de Ricoeur, mais qui était intéressant parce qu'il soulignait. Donc, la vérité des mythes réside-t-elle dans un effet de signification ? Retenez ce terme, puisqu'il a l'air de rien, mais vous verrez que, après tout, c'est déjà ça. Ou est-il un procédé, ou la vérité des mythes est-elle un procédé, par sa manière de dire et sa logique faite de distinction, d'opposition et de corrélation, en disant quelque chose à quelqu'un sur quelque chose.
Hein. Vous avez dans ces trois termes de distinction le fait qu'il y a le côté binaire, dualiste, des questions qui ont trait à la question du langage tel que ça a été posé dans une pensée structurale. L'opposition, c'est dans les cures analytiques, toute la question qui tourne autour du ou bien, de l'aliénation, telle qu'elle a été dite il y a quelques décennies, oui, un peu plus même, et celle de la corrélation qui est plutôt du côté de la séparation, de l'ouverture, de la coordination. Voilà. C'est plutôt dans cette optique-là, c'est pour arriver là qu'on se donne tout ce mal, quand même. Bon, alors, première chose, l'existence des mythes est attestée dans toutes les sociétés. Alors, je vais me dire et me redire, je m'en excuse, parce que je ne sais pas faire autrement pour l'instant. À quoi reconnaît-on un mythe ? C'est d'abord un type particulier de récit, dont le modèle, pour nous en Occident, a été donné par les histoires des dieux de la Grèce antique. Iliade, l'Odyssée, pour certains plus profondément l'Ancien Testament, hein, Adam et Ève, Caïn et Abel, qui structurent effectivement des mythes. Ceci dit, voyons déjà dans notre ère culturelle. Toutefois, ce sont souvent des histoires de héros, mais distincts des histoires de contes ou de légendes. Ce sont aussi très souvent des histoires d'ancêtres, mais distincts des récits historiques, ou des histoires d'animaux, mais distincts des fables. On verra, on en parlera un peu de ces choses-là. Qu'est-ce qui distingue un mythe d'une fable, d'un conte, et ces choses-là. Alors, les mythes, à la différence des contes qui ne sont a priori que des inventions, sur les contes, j'aurai l'occasion de revenir dans quelques fois à propos du travail qui a été fait par des gens comme Bettelheim autour de pourquoi est-ce qu'il préférait les contes aux mythes, au moins dans sa tête, ça ne l'empêchait pas évidemment d'avoir les deux pieds dans les mythes, mais enfin pourquoi est-ce qu'il a préféré, à sans dire, passer par la voie des contes, et c'est aussi c'était tout l'axe du travail que les gens qui travaillaient avec Maud Manoni à Bonneuil faisaient quand ils parlaient, quand ils faisaient des ateliers avec des enfants cognés, comme on disait, tordus, à l'époque on disait encore psychotiques. Voilà. Et donc les contes ont cette vertu effectivement peut-être pour un certain nombre d'enfants d'élargir leur rapport à une histoire possible. Voilà. Mais à la différence des contes, les mythes, eux, sont reconnus comme vrais par les sociétés qui les racontent. Cette question de la vérité des mythes est évidemment très importante. Elle est complexe. Surtout que contrairement au récit historique, rien pour un observateur étranger ne paraît vraisemblable dans les mythes, dans des cultures très différentes des nôtres. Ceci dit, nous sommes installés aussi dans nos sociétés, dans toute une histoire mythologique. C'est ce divorce entre l'adhésion au récit en question et leur contenu manifestement fictif qui permet à l'ethnologue de les reconnaître comme tels. Le mot fiction, retenons-le aussi, parce que c'est un terme qui nous intéresse beaucoup. Alors, dans cette introduction, 3 mots sur les rapports entre mythologie et sociologie. L'idée, c'est que les mythes sont reçus et acceptés par tous les membres du groupe, tout en étant anonymes, sans origine repérable, et n'offrent à la croyance des auditeurs que l'adhésion de ceux qui les leur transmettent. Voilà. C'est assez intéressant, si vous vous êtes baladé dans des contrées lointaines, de rencontrer des gens qui appartiennent aux sociétés qui sont dans ce monde que Lévi Brühl appelait prélogique encore, qui sont tout à fait intelligents et qui racontent les histoires comme d'évidence. À moins qu'ils ne soient transmis dans des récits d'initiation, l'ethnologue ne les recueille non en demandant, comme pour les contes, qu'on les lui raconte, mais en posant les bonnes questions, celles qui se présentent comme l'explication avancée par la société elle-même des problèmes soulevés par la démarche de l'ethnologue.
Alors, un certain nombre d'exemples, parce que j'en prends quelques exemples parce que je pense qu'ils peuvent nous intéresser quand, par exemple, nous pratiquons des consultations culturelles avec des gens que nous recevons. Évidemment, il faut faire les transformations nécessaires. Hein. Mais retenez bien, on est dans une démarche structurale avec un inconscient collectif dans lequel sont pris chacun d'entre nous. Donc, comment s'est constituée cette société ? Quel est le sens de telle ou telle institution ? Pourquoi telle fête ou tel rite ? À quoi répondent des interdits ? Qu'est-ce qui soutient le système de valeurs propre à ce groupe ? D'où le pouvoir tient-il sa légitimité ? Comment se définissent les rapports entre les hommes et le monde des dieux, ou des esprits, ou des ancêtres ? À quoi correspondent les prérogatives de tel sexe, de telle classe d'âge, tel clan, telle famille, telle catégorie de parents ? Ce qu'on voit tous les jours, c'est comment, dans nos familles, la fonction des frères aînés n'est pas celle des frères benjamins. Ils n'ont pas souvent le même rapport, je dirais, à l'activité, quelquefois au nouveau. Dans les cultures des gens qui viennent du Maghreb, vous voyez bien que la place des frères est tout à fait importante, ou des oncles, souvent maternels, sont tout à fait essentiels. Alors que les pères ont une place d'instinct, d'évidence, mais souvent ils vont à la pêche. Alors beaucoup de mythes sont des mythes d'origine, c'est un rapport à l'origine, qui racontent la création du monde et l'apparition des humains, l'origine de leurs liens spéciaux, totémiques, on pourrait dire, avec certaines espèces animales et la nature en général, l'apparition des inégalités, l'origine de la mort, des maladies, et la définition des rapports avec le monde surnaturel. Cette question du rapport totémique, j'en dirai quelques mots tout à l'heure à la suite de ce que nous avait présenté Marina l'autre jour, avec l'idée que Lévi-Strauss a surtout voulu parler de l'illusion totémique et non pas du totémisme. Alors beaucoup de mythes renvoient ainsi à un temps primordial, ça c'est important, je vous dirai pourquoi à mon avis, auquel on... Enfin, important. C'est comme ça, pour l'instant on est en train de constater. Beaucoup de mythes renvoient donc ainsi à un temps primordial, auquel on se réfère sans cesse comme à la matrice des temps présents. Matrice souvent merveilleuse, enracinant la question de la croyance. Alors, vous savez bien qu'en psychanalyse, je me souviens quand Lacan a cassé sa pipe, il y a eu un truc, vous savez, le papier... un texte qui est, avec en travers, un texte de Jacques-Alain Miller, avec en travers la traversée du fantasme. Voilà, c'était la grande innovation de l'après-Lacan. C'est ça qui est amusant, parce que Lacan n'en avait pas parlé de cette manière-là avant. Et c'est intéressant que nous nous interrogions si quand nous ne racontons pas l'histoire de ce qui tient lieu d'origine, est-ce que nous ne racontez pas une mythologie familiale ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et évidemment, l'enjeu d'une analyse, ce n'est pas le rapport au mythe, c'est le rapport à un certain réel de notre réalité humaine. C'est en cela que si la psychanalyse a quelque intérêt que ce soit, sinon il faut mieux faire des pratiques chamaniques, ça marche très bien, a quelque validité à notre époque. Donc c'est pour ça que tout ce travail de bourreau pour arriver à essayer de clarifier un peu ce genre de questions. Avec sous-jacent, on va voir que la plupart des énoncés de la psychanalyse sont enracinés dans la mythologie. Et qu'est-ce qui permettrait donc à une pratique analytique de se dégager de ce rapport au mythe pour retrouver un certain sens du réel, de la réalité, même si le réel, comme toujours, n'est que voilé. Enfin, c'est le mot que j'utilise à la suite d'un physicien que j'aime beaucoup. Aussi, les mythes entretiennent-ils avec le chercheur un rapport intime alors, très intéressant la position de quelqu'un comme Paul Ricoeur, qui n'est pas un mythologue ni un mythomane, mais qui est un philosophe qui allait voir un peu partout quand même. Et le mythe dit toujours comment quelque chose est né. Il parle de ce constat. Et alors, comme il était quand même un protestant, un homme de foi,
il est allé voir, il a pris comme exemple l'histoire du salut, hein, qui est typique de la littérature hébraïque, surtout dans le Pentateuque. Dans le Pentateuque, pour ceux qui auraient oublié leur souvenir de jeunesse, c'est l'Ancien Testament. En gros, hein, repose sur puisque pour les Juifs, le Nouveau Testament, comme pour Mahomet d'ailleurs, le Nouveau Testament est l'œuvre d'un prophète, mais pas de Dieu. Donc, l'histoire du salut repose sur une organisation narrative parente du mythe, mais de structure et d'intention différentes. Bon, si on veut. Alors que le mythe rapporte le temps historique à un temps fondamental, ce qu'on disait tout à l'heure, ce temps prototypique. Hein. Eh bien, l'histoire du salut, c'est là où c'est assez fortiche d'ailleurs, relie la confession de foi à la narration d'actes de délivrance. En l'occurrence, ce qui fait délivrance, c'est le récit confession qui, comme dans le Deutéronome, décrit l'histoire d'Israël. Le Deutéronome, là aussi, si vous avez vu les 10 commandements, en gros, c'est la mise en code des lois civiles et religieuses par Moïse. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est le récit confession qui, comme dans le Deutéronome, décrit l'histoire d'Israël, depuis la descente en Égypte jusqu'au don de la terre. Hein, souvenez-vous, vous allez soumettre la terre, multipliez-vous, etc. Hein, en passant par l'événement fondateur de l'Exode. Hein, on ne dira jamais en quoi un Exode c'est fondateur. Hein, à l'époque actuelle, c'est quand même une chose dont il serait bon que nous nous souvenions. Structure d'accueil pour des récits et des chroniques interpolés dans l'espace du grand récit. Dans ce contexte, le mythe du déluge est un mythe de recréation, lié à un mythe de décrépitude, de destruction. Tout ce qui commence en ce monde est le commencement d'un monde. Voilà, pour résumer d'une phrase un petit peu ce qu'essaie de dire Ricoeur, et qui n'est pas propre complètement à l'histoire hébraïque, parce que souvenez-vous comment s'y était pris Mao Tse-tung dans sa grande marche pour inventer un nouveau monde, pensait-il. Dans la mythologie, ça marche, dans la réalité, c'est toujours pareil. Mais c'est quelque chose d'intéressant, c'est que les grands moments de la vie, c'est les moments où on arrive à poser les choses comme si c'était au commencement. Hein, c'est du côté de l'origine, comme l'origine est toujours inaccessible, il y a toujours un commencement. Et quand on peut travailler dans un retour permanent au commencement, c'est toujours mieux. Parce que sinon on s'endort et on finit par devenir très con en fait. Alors, nous ne comprenons la création que par la recréation. Mais toute création a la solennité de ce qui a commencé une fois. D'où une question centrale pour la critique biblique, comprendre comment la structure propre à l'histoire du salut a assumé la puissance du mythe. L'instauration d'un peuple par un acte libérateur devient alors la clé historique de la création proto-historique. C'est là où c'est quelque chose de très particulier, effectivement. Ça narre une histoire qui a eu lieu, et qui est racontée et qui fait acte à la manière d'un mythe. Voilà. Là, j'hésite à vous l'évoquer parce que il y a 3 mots. Allez, il y a plusieurs perspectives possibles pour les ethnologues pour évoquer la question des mythes. Hein. Il y a la position de l'évolutionnisme dont on entendait peut-être parler dans nos temps d'âge quand on entendait des récits de voyageurs, de missionnaires, d'administrateurs en Afrique noire la plupart du temps, ou dans le Sahara, et qui notaient des similitudes entre eux, des similitudes surprenantes qui pour eux étaient l'expression d'un effort pour expliquer le monde. Donc, pour ces gens-là, disons que le mythe était une pensée embryonnaire, voire confuse, et qui était, au fond, le signe, c'est, pour ceux que ça intéresse, c'est des gens comme Fraser ou
Taylor, qui posait ce genre de truc, qui était le résultat d'une maladie du langage. Et il prenait comme exemple, par exemple, le soleil se lève. Pour nous, on n'y pense même plus, le soleil se lève, il se couche. Pour eux, à cette époque-là, dire que le soleil se lève, ça peut pas être c'est pas un humain, c'est pas un être. Donc il se levait, le langage est malade, quoi, hein. Cette question de la maladie, non pas du langage, mais du langage a été reprise depuis de plusieurs manières. Bon. Alors après l'évolutionniste, il y a eu le fonctionnalisme avec des gens comme Malinowski, sur lequel je passe vite, et pour qui, au fond, Bali, c'était pendant la Première Guerre mondiale qui se baladait dans les îles Trobriand. Je note toujours ce petit détail parce que ça m'intéresse toujours. Pendant que les gens sont en train de se persécuter, de se flinguer, sur des gens qui sont en visite ailleurs. Bon. Alors, pour des gens comme lui, les mythes ont pour fonction non d'expliquer, mais de justifier, de codifier des pratiques. Donc c'est d'un intérêt que je trouve assez... parce que ça se rapproche un peu d'une sorte de codification des us et coutumes, et c'est une sorte de reflet utilitariste de l'organisation sociale, de rétroviseur, approche qui marque un profond désintérêt pour l'étude du mythe en réalité. Alors, plus intéressant, me semble-t-il, c'est l'école française africaniste. Certains ont entendu parler de Marcel Griaule, qui était un homme de son temps, qui prend le contre-pied de cette approche fonctionnaliste. Et vous savez, il s'est notamment intéressé au peuple dogon. C'est devenu beaucoup de gens, y compris dans nos générations, allaient faire un voyage au pays des Dogons, hein, pour lesquels la mythologie représente un système cohérent et ordonné de mythes et de croyances. Le problème de ce genre d'étude, c'est que c'est une étude qui fixe les choses souvent une fois pour toutes, et les mythes expliquent tout, ce qui évidemment c'est au détriment de la réalité sociale qui se trouve du coup être négligée. Alors on arrive à l'analyse qui a probablement, mais tout ça c'est une histoire, on n'aurait peut-être pas l'un sans l'autre parce que ça ne crée pas du ex nihilo, c'est pas vrai. Regardons les sciences humaines ou sciences sociales. Alors quatrième perspective, l'analyse structurale. Alors l'analyse structurale, si je vous évoque avec qui ça a commencé, vous me parlerez peut-être de Lévi-Strauss. En réalité, ce n'est pas avec lui que ça a démarré, mais avec Georges Dumézil, qui n'est pas très connu, je trouve, qui a enfanté un fils psychanalyste, qui a écrit Le Trait du cas, pour essayer de faire transmission. Vous savez que chacun y va de son invention pour essayer de rendre compte de la transmission. C'est donc une question qui résiste. C'est Dumézil, Georges Dumézil, qui en est le précurseur à travers ses travaux sur les mythes et l'idéologie des différents peuples indo-européens. Donc là, on n'est plus du tout en Afrique, ni en Océanie, ni en Mélanésie. On est dans les pays européens, indo-européens. Alors pourquoi est-ce que Dumézil est resté un peu dans la mémoire? C'est pas parce qu'il a initié une analyse. Pour lui, c'est la confrontation de plusieurs mythes qui permettent de dégager des invariants communs. Et parmi ces invariants, il a dégagé 3 invariants qui sont devenus très célèbres, qui sont la trifonctionnalité, qui a été définie en 1938 avec Benveniste. Alors, la trifonctionnalité, c'est quoi? C'est que toutes les sociétés, pour Dumézil, contiennent 3 fonctions principales. La première fonction qui est magico-souveraine. Donc, pour faire société, faut d'abord une fonction magico-souveraine qui est liée au pouvoir. C'est le lieu du pouvoir. Donc là où il y a du magique ou du souverain, il y a du pouvoir. Deuxième fonction liée à la force
donc guerrière. La deuxième fonction est donc guerrière, et la troisième fonction est une fonction de fertilité ou de fécondité liée au producteur, la paysannerie essentiellement, auquel Dumézil rattache les actes amoureux. Voilà. Ce schéma trifonctionnel se rend compte dans l'ensemble des activités sociales, mythologiques, religieuses, politiques, médicales ou artistiques. Et ce qui soutient cette vision, et c'est pour ça qu'elle est d'un intérêt, je trouve, relatif à notre époque, c'est que seule l'harmonie garantit le bon équilibre de la société. Et ça implique généralement des sociétés à monarques. C'est le roi qui est le garant de ce genre de trifonctionnalité. Voilà. En fait, à la fin de sa vie, Dumézil a reconnu que ces catégories étaient évidemment expliquées à un certain nombre de castes, mais ne reflétaient rien d'autre que l'activité de l'esprit. Vous savez bien qu'il y a toujours un pendant dans cette étude structurale entre l'activité de l'esprit et les organisations sociales. Donc ces catégories ne reflètent rien d'autre que l'activité de l'esprit. Et cette culture indo-européenne dérive bien entendu du chamanisme, pensée mythologique où les esprits des êtres vivants, des arbres, des pierres, des montagnes, des rivières, du soleil et de la lune forment le fond de la pensée chamanique et entrent dans le schéma trifonctionnel auquel répond un ordre social immuable, ce que je disais à l'instant. Voilà. Je m'excuse quand c'est des trucs qu'il faudrait laisser refroidir pendant quelques temps et les reprendre autrement après. Et puis c'est pas à ça que je veux m'intéresser cette année, ça passe par là simplement, mais c'est un biais pour parler d'autre chose. Donc Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est lui qui essaie de fonder une véritable science des mythes. Voilà. C'est ça l'intérêt de l'apport de Lévi-Strauss. Son étude sur la parenté, ça s'est terminé en 1949. Il a consacré toute sa vie à l'étude scientifique, pour lui, véritable science des mythes. Les étudiants, enfin, pour eux-mêmes. C'est le premier à les avoir étudiés pour eux-mêmes. On s'efforce, dans cette démarche, de dégager leur propriété avant de leur assigner une fonction dans un système quelconque. Les mythes apparaissent alors déterminés beaucoup plus les uns par les autres que par leur contexte. Ils sont les transformations les uns des autres, non seulement dans une culture donnée, mais à l'échelle des continents. Derrière le sens manifeste, ces histoires apparemment gratuites qui se ressemblent tous et qui sont prises tellement au sérieux par ces sociétés. Oui, c'est même indiscutable. Ce sont les procédures d'analyse dont se sert Lévi-Strauss qui donnent enfin l'impression de pénétrer dans l'intimité de leur univers mental. Voilà. Bon, là-dessus, je vais passer parce que je ne veux pas non plus vous... On va dire quelque chose quand même. Quand Lévi-Strauss s'intéresse au mythe des Indiens Tsimshian en Colombie-Britannique, où le héros qui s'appelle Asdiwal, effectue un périple aussi bien dans l'aire géographique de la tribu qu'en mer, au ciel et dans le monde souterrain. À chaque fois, il est confronté à des problèmes d'alliance avec diverses femmes. Il s'agit en fait de confesser qu'un certain type de mariage lié à un certain mode de résidence ne parvient pas à surmonter une antinomie fondamentale à laquelle sont assimilées d'autres antinomies dans des plans différents. Donc l'idée quand même, c'est de faire tenir quelque chose qui ne tient pas bien. Donc là, dans l'exemple de ce mythe, c'est pour à chaque fois confesser qu'un certain type de mariage, ça ne marche pas. Alors dans ce genre d'exemple, les mythes ne cherchent pas à peindre le réel. L'entreprise des mythologies, consacrée à l'étude des mythes des deux Amériques, fait apparaître l'importance des codes et les jeux par lesquels ils renvoient indéfiniment les uns aux autres.
Alors, prenons l'exemple, parce que essayons quand même de... Il ne faut pas que vous dormiez trop. Mais enfin, de toute façon, si vous voulez y piger quelque chose, il faudra y aller, quoi. C'est le malheur, c'est que ça ne marche pas comme ça. On peut prendre la question du cru et du cuit. La cuisine bonne à penser, comme disait Lévi-Strauss, reflète la structure de l'esprit humain et sert non seulement à marquer des écarts qui sont déjà donnés par la nature, exemple l'homme et la femme, le ciel et la terre, mais aussi à introduire la discontinuité indispensable au travail de l'intelligence. Donc l'idée intéressante, c'est que la première chose à faire la première fonction des mythes quand on rentre dans son analyse, c'est de créer des écarts au sein du continu. C'est-à-dire nature-culture, nous et les autres, vous voyez, des distinctions, des dualités. Alors dans la société moderne, bien évidemment, les mythes sont prépondérants aussi. Et très souvent, on aurait tendance, c'était une question intéressante pour des gens qui travaillent en analyse, c'est le récit des rêves, qui ressemble beaucoup à des mythes. Quelles que soient leurs invraisemblances, ils sont considérés comme porteurs de significations profondes. Comme les rêves, nécessaires au sommeil et signe d'une reprogrammation de l'activité inconsciente, les mythes sont sans doute nécessaires à la mise en forme des produits de cette activité et à l'organisation de relations entre les individus. Par eux, l'ordre de la culture et l'ordre de la société sont associés, sans que l'un soit le reflet de l'autre. On a affaire à un dualisme permanent. Si cette fonction est universelle, dans la mesure où leur fonction est liée à l'adhésion qu'on leur accorde, on peut être enclin à ne reconnaître comme mythe que les mythes des autres. Ça serait un peu notre tendance, d'ailleurs, ici en Occident, d'aller étudier, comme certains ethnologues, les mythes chez les autres, parce que, évidemment, se faire une idée des mythes dans lesquels nous sommes plongés, ça demande un travail, évidemment, autre. Alors, je vous renvoie pour ceux qui s'intéressent à la vérité des mythes. La question m'avait été posée à la première session que nous avions fait, si vous vous en souvenez. Je vous renvoie au livre de Paul Venn, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? C'est un ouvrage de 1983. Paul Venn étant, si vous voulez, un typique enfant de la Provence, né à Aix-en-Provence de parents agriculteurs, ayant évidemment grimpé les études, Henri IV, normale supérieure, mais qui n'a pas trop mal tourné malgré tout. Il est resté avec un esprit extrêmement indépendant. Il a fait comme métier de l'archéologie, ce qui d'ailleurs était déjà un choix intéressant. Il aurait pu se raconter les histoires des autres. Et donc c'est lui qui récemment, à propos de la destruction de Palmyre, a fait ce petit livre qu'il a torché en un mois, L'irremplaçable trésor. On ne peut douter que les Grecs, dit-il, ont cru à leur mythologie aussi longtemps que leur mère et leur nourrice le leur ont raconté. Voilà. Ça se raconte les mythes, effectivement. Alors, il cite les exemples comme Ariane et son fils, Psyché, Héraclès, Oedipe, les Argonautes, Zeus, fils d'un certain Chronos, qui tisse tous ces mythes, l'histoire des temps fabuleux de la Grèce antique. Les temps fabuleux. Mais nos ancêtres, les Grecs, croyaient-ils vraiment en leurs dieux héros ? Oui, pour un large public, pas vraiment chez les intellectuels. C'est souvent comme ça dans les sociétés, il y a toujours ceux qui pensent pour les autres. Voilà. Mais Platon, malgré tout, qui est dans l'obligation de supposer une origine à la philosophie, en fait tout de même le fondement de vérité philosophique. Bon. Paul Venn rapporte ceci au statut de la vérité. Alors c'est ça qui m'a paru intéressant et que je vous livre. Il existe en réalité pour lui une pluralité de programmes de vérité à travers les siècles. Et ce sont les programmes qui expliquent les degrés subjectifs d'intensité des croyances, la mauvaise foi, la contradiction à l'intérieur d'un même individu. Voilà.
Bon, c'est à piocher, bien évidemment, mais c'est pas idiot. Parce qu'en fait, ça va loin. Par exemple, la mythologie, la légende chrétienne, pour lui c'est une légende, la déclaration des droits de l'homme, c'est aussi une autre forme de mythologie, la théorie d'Einstein sont en fait le produit de l'imagination humaine. Hein. Donc cette question est évidemment très importante, on en reparlera un tout petit peu plus loin, c'est qu'en fait l'histoire des hommes n'a jamais accès au réel, comme on l'a déjà instauré. Enfin, sauf avec certaines méthodologies scientifiques, mais toutes ces démarches, que ce soit la légende chrétienne, la mythologie, la déclaration des droits de l'homme, la théorie d'Einstein, voire la science, voire la croyance dans le progrès, sont en fait produits de l'imagination humaine et permettent d'expliquer ou de rendre compte de plus ou moins de choses. C'est en cela qu'on s'en sert, c'est que ça, c'est plus ou moins fécond, quoi, dans ce que ça permet d'expliquer. Donc retenons l'idée que le discours de l'histoire s'apparente donc à la fiction. Donc nous nous mouvons dans un monde fictionnel. C'est important, ça, me semble-t-il. Les vérités immanentes depuis Nietzsche sont le produit d'une histoire pour Venn, et à la suite de Michel Foucault, à qui il reconnaissait d'avoir introduit l'historicité, il insiste sur l'historicité des croyances. En somme, pour découvrir ce qui est ce travail des mythes dans son propre esprit, nous devons faire référence à d'autres mythes, fût-ce celui de la science. Tous ces genres littéraires, comme le conte, la poésie, ou le théâtre, ou l'histoire, ou la philosophie, entretiennent un rapport direct avec les mythes. On en a cité un certain nombre d'exemples, à chaque fois on tombe sur le mythe. L'idée de progrès prend sous nos yeux le caractère d'un mythe. Sous nos yeux, on voit bien qu'il y a des évolutions technologiques, le progrès social, allons le chercher. Nous nous en dégageons pour d'autres mythes, comme la relativité ou l'étude des singularités en mathématiques. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est comment la science elle-même crée en elle-même des choses qui décomplètent en permanence l'explication du monde. Je trouve ça très très intéressant. En cela, effectivement, la théorie de la relativité permet de respirer. Alors, la science elle-même, comme tout cohérent, joue le rôle d'un mythe. Ce qu'on appelle la vérité, fût-elle scientifique, n'est peut-être rien d'autre qu'un effet de signification. C'est pour ça que je vous avais demandé de signaler ce terme tout à l'heure. Et la signification elle-même, le produit des mythes. Le mythe est donc un langage, et pas seulement grec, d'autant que la mythologie au sens grec, ça s'écrit. Ça s'écrit au sens grec. Or, dans une société de tradition orale, le mythe est quand même une affaire de tradition orale, la notion de texte originel et original est dépourvue de sens. Seulement des versions, chacune recouvrant en effaçant la précédente. C'est quand même très intéressant quand en psychanalyse, on essaie de déprendre des personnes du sens. Les gens, on est toujours en train de donner du sens à tout. Or, la vie en elle-même est hors sens. Voilà. Et c'est ce que dit le mythe, par contre. Dernière observation, un autre trait relevé par Jacobson est que pour être répétée et entrer dans l'oralité, une histoire, une œuvre de parole doit être acceptée et reçue par le groupe auquel elle est destinée. Elle doit donc subir, et ça c'est tout à fait essentiel, la censure préventive dont parle Jacobson et être reconnue par la communauté. Autrement dit, toutes les histoires que vous allez raconter ne vont pas devenir des mythes en puissance. Il y a des mythes, quand c'est trop éloigné d'une manière de croire, de penser, de vivre des gens, généralement ça ne marche pas du tout. Il y a quelques gens, quelquefois, qui arrivent au bon moment, et ça prend comme de la colle. Voilà. Mais sinon, il y a donc une censure préventive qui fait que tout n'est pas admis au paradis des mythes. Ça me paraît très important, ça, parce que ce qui est
déterminant, c'est le contrôle social, sur laquelle d'ailleurs insiste Lévi-Strauss, qui est la forme contraignante d'un mécanisme essentiel dans la production du mémorable. Bon, lui, il parle de mythisme, vous trouverez ça dans le livre 4 des mythologiques. Que se passe-t-il pour qu'une création littéraire, une histoire racontée au départ individuelle, rentrant dans la tradition orale de l'oreille et de la bouche des autres, devienne inoubliable, voire mémorable? Si l'on admet la part des niveaux structurés et celle des niveaux probabilistes, et on peut penser que, effectivement, il y a des gens qui ont l'art d'être un petit peu dans la langue du moment, dans la culture du moment, de s'appuyer dessus, qui sont, et cet élément est quelque chose qui reste stable. Tandis que les niveaux qui demandent de l'approbation relèvent d'une extrême variabilité en fonction de chaque narrateur. C'est la part d'originalité, de style de chacun. Entre ce qui enracine une histoire dans cette tradition, qui la produit, et dont elle peut devenir productrice, et la part de chaque conteur, où se dégagent des parties cristallines, et qui transforment une histoire en mythe, par exemple, de mythe freudien. On pourrait parler du mythe marxiste aussi. Enfin, le mythe freudien, on voit bien, c'est un bonhomme qui a raconté des trucs et qui a été faire plus que de raconter des trucs, mais dans l'esprit des gens de l'époque, ça a eu une fonction mythique. D'où ce résumé de Lévi-Strauss. Les œuvres individuelles sont toutes des mythes en puissance, mais c'est leur adoption sur le mode collectif qui actualise, le cas échéant, leur mythisme. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ces questions, parce que si le mythe signifie la mémorabilité dans une culture de la parole, alors des genres aussi éloignés à nos yeux que les généalogies, il y a des gens qui sont passionnés de généalogie, qui ne font que ça, y compris dans leur œuvre. Les proverbes, il y a des gens qui sont des spécialistes des proverbes. Les théogonies, ces espèces d'histoires du sacré racontées, ou les contes, sont les produits différenciés d'une même mémoire sociale. Donc un monsieur qui s'est beaucoup penché sur ces questions qui peut vous intéresser, c'est monsieur d'Étienne, notamment dans les jardins d'Adonis. Voilà. Alors, on n'en a pas fini. Bon, on se rapproche. Cette partie-là pourrait parler autour de la fonction des mythes, des transformations et des rites. Pour dire vite, les mythes ne cherchent donc pas à expliquer les phénomènes naturels et sociaux, mais prétendent résoudre dans l'imaginaire de l'esprit des hommes des contradictions réelles ou imaginaires. Donc c'est important. C'est d'abord dans notre imaginaire que nous essayons par les mythes d'expliquer les contradictions. Mais les mythes ne sauraient évidemment pas résoudre les contradictions réelles. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental. À la manière de Marx, je voulais rendre hommage à Martine Pagès, Lévi-Strauss affirme qu'avec les mythes, on a affaire à des constructions idéologiques qui servent à masquer certaines contradictions réelles, insolubles ou à les légitimiser. Donc c'est vrai que c'est aussi une manière de... Si on croit dans un sens de l'histoire, on peut avoir cette manière de raconter les mythes. Et n'oublions pas que Lévi-Strauss, à son début, était marxiste. D'où la correspondance entre l'indigence de la pensée religieuse pour Lévi-Strauss et la religion est l'opium du peuple pour Marx. Entendons par là sa mythologie. Alors, vous voyez d'ici que si la psychanalyse était une mythologie, ou est une mythologie, on voit ce qu'elle deviendrait aux yeux de quelqu'un comme Lévi-Strauss, c'est-à-dire en fait une pratique chamanique, ce qu'elle est d'ailleurs pour lui. Donc il faudra
prendre en compte la critique, ce que contient ce genre de critique. On s'y arrêtera un moment. Voilà. Surtout que le domaine des mythes, après le 49, est vraiment le centre essentiel de la pensée de Lévi-Strauss. De deux mots, les mythes n'expliquent certes pas ce qu'ils veulent expliquer. Hein. Ils apprennent beaucoup sur le fonctionnement des sociétés d'où ils viennent, leurs croyances et leurs institutions. Et deuxième chose, les opérations de l'esprit humain lorsqu'il produit des mythes. Donc les mythes apprennent sur le fonctionnement des sociétés et sur le fonctionnement de l'esprit humain. Pour ceux, l'analyse dite structurale du système de parenté comme des mythes est pour lui, Lévi-Strauss, la seule méthode susceptible d'accéder aux principes générateurs des systèmes sociaux. Et donc à leur structure profonde, qui sont des logiques de rapport entre des rapports. Voilà. Donc ça, vous avez ça dans l'Anthropologie structurale 2, page 139. Voilà. Il y a un article assez intéressant qui est un article autour d'un ouvrage dénommé Prof. Vladimir Propre, Morphologie du conte, qui a fait un bouquin en 1970. C'est-à-dire que pour lui, la structure n'a pas de contenu distinct, elle est le contenu même, appréhendé dans une organisation logique, conçue comme propriété du réel. Si on ne passe pas des mois, des années sur ces trucs-là, évidemment, ça ne peut pas être très éclairant. Autre chose. Les principes qui déterminent la descendance et l'ascendance. Quand on discute avec les gens, on peut s'intéresser à d'où ils viennent. On peut s'intéresser aussi où ils vont dans les descendances. Et tout le monde ne s'intéresse pas aux descendances. C'est ça qui est d'ailleurs amusant. Et les principes qui déterminent les règles de la descendance ou de l'ascendance sont tout aussi culturels et artificiels que les règles de l'alliance. Tout ça, c'est de l'arbitraire. Et vous savez que n'importe quel interdit pour qu'une société fonctionne, fait l'affaire. Donc ça n'a pas besoin d'être absolument localisé à certaines choses. Donc on a affaire dans les principes qui déterminent la descendance et l'ascendance, non pas des logiques biologiques, mais à des constructions culturelles et à une représentation imaginaire des processus de la vie. Par exemple, aujourd'hui, l'avenir des enfants ne dépend plus entièrement de l'évolution des rapports entre leurs parents. C'est quelque chose qui a bougé. L'enfant et l'enfance ont revêtu une signification et une valeur nouvelle liées à l'importance de la défense des droits de l'homme dans une société démocratique, par exemple. Le fameux droit des enfants, la charte de Dolto, c'est quelque chose qui évidemment n'était pas pensable il y a 100 ans. Les enfants ont des droits face à leurs parents, ça aussi c'est quelque chose qui est relativement récent. Alors que les formes d'alliance se diversifient, union libre, concubinage, et ne postulent plus le mariage sacramentel, qui ne pouvait être rempli que par la mort d'un des conjoints. Donc, il y a un trait commun si on veut rechercher sur toutes ces formes d'alliance, ce qui fait invariant, et qui nous intéresse donc au titre de la structure, c'est que l'axe de la descendance, comme de l'ascendance, demeure le lien social. C'est autour de la question du lien social et le jeu des devoirs et droits réciproques entre parents et enfants. C'est autour de ça que la question de l'alliance a été et continue à être posée. Évidemment, le lien social, on a tous des manières particulières de l'envisager. Mais naturellement, et c'est là-dessus où il faut prolonger, je pense, le travail de Lévi-Strauss, alliance et parenté sont la traduction rituelle des mythes. Ils en sont l'incarnation, ils en sont la mise en acte.
Et le principe fondamental est que la notion de structure sociale ne se rapporte pas à la réalité empirique, mais au modèle construit d'après celle-ci. Les relations sociales sont la matière première employée pour la construction de modèles qui rendent manifeste la structure elle-même. Bon, ça aussi, c'est dans Lévi-Strauss. Alors, l'idée intéressante là-dedans, c'est quoi? C'est que l'observation qu'on peut faire chacun des relations sociales et des rapports sociaux est une chose. La structuration de ces rapports, la structure même de ces rapports, n'appartient pas au domaine des réalités observées, mais doit être reconstruite par la pensée sous forme de modèles qui sont l'objet propre des analyses structurales. C'est à mon avis aussi la responsabilité des psychanalystes que de pouvoir travailler en s'aidant de modèles. Voilà, pour dire trois mots, une structure a un caractère systémique, nous l'avions dit et un peu développé l'autre fois. Une modification de l'un de ces éléments entraîne une modification de tous les autres. Un modèle appartient à un groupe de transformations. Chaque transformation correspond à un modèle de même famille, si bien que l'ensemble de ces transformations constitue un groupe de modèles. Les modèles sont donc des représentations de structures. Voilà. Ils relèvent de l'épistémologie. Pour certains, ils sont conscients, pour d'autres, ils sont inconscients. Alors, venons-en à des choses peut-être un peu moins rébarbatives. Une continuation de la question, qu'est-ce qu'un mythe? Donc, la première chose sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est qu'un mythe, c'est un discours. Quand vous entendez le mot discours, vous êtes dans la mythologie. Alors, que l'on entende le discours comme l'ensemble des écrits didactiques ou des développements oratoires que l'on peut commettre, qui sont tenus sur une théorie ou sur une doctrine. C'est en cela qu'on peut parler, en effet, du discours freudien ou du discours marxiste. Voilà. Donc c'est un discours que des groupes humains se tiennent à eux-mêmes. C'est à usage interne, le discours. La substance du mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l'histoire qui y est racontée. C'est une histoire. Ce sont donc des récits de mythes. Ce sont donc des récits où des événements se succèdent au sein d'une intrigue. Les séquences d'événements sont le contenu patent du mythe et se succèdent dans un ordre chronologique. Ce contenu patent est manifeste, apparent, et laisse apparaître à l'analyse un contenu latent, celui des schémas qui organisent le récit. Ça peut être des schèmes géographiques, sociologiques, techno-économiques. Vous remarquerez que ce ne sont jamais des schèmes historiques, d'ailleurs, si ce n'est avec l'idée d'avant, mais c'est très large, qui apparaissent à l'analyse comme des transformations d'une structure logique, sous-jacente et commune à tous les niveaux. Donc Lévi-Strauss, et dans l'analyse structurale, on insiste évidemment sur cette base des rapports logiques qui sous-tendent toute transformation et exercice des mythes. Et toute, en fait, réalité sociale quand on n'est pas dans l'échange. Alors, est-ce que c'est la peine de raconter les mythes des Indiens d'Amérique? C'est pas sûr. Alors, à quoi servent les mythes? À quoi servent les mythes? À expliquer pourquoi, différentes au départ, les choses sont devenues ce qu'elles sont et pourquoi elles ne peuvent pas être autrement. Ça, vous avez ça dans le petit livre que je vous avais conseillé de lire, De près et de loin, le livre où Héribon interroge Lévi-Strauss à la fin de sa vie. Ça parle donc bien d'un réel voilé, enfin, tel que moi je le définis comme ça. Les mythes des Indiens d'Amérique sont pour Lévi-Strauss des récits du passage de la nature à la culture. C'est ça la base des choses. De l'animalité à l'humanité, qui leur donne une dimension culturelle qu'ils n'avaient pas, où la croyance
en la vérité des mythes est évidemment importante. Si vous n'y croyez pas, c'est plus compliqué. Disons qu'on peut très bien ne pas croire dans la vérité de certains mythes, mais être pris soi-même dans la vérité d'autres mythes. Voilà. Ou alors il n'y aurait que les mythes des autres qui n'auraient la valeur de mythes. L'autre idée, c'est que les mythes sous-tendent toutes les opérations que l'esprit humain universel met en œuvre pour construire des récits fantasmatiques des origines de l'univers, des hommes et de la société. Au point que pour Lévi-Strauss, la même logique est à l'œuvre dans la pensée mythique et dans la pensée scientifique, pour ceux qui y croient et agissent dans leur vie en fonction de ce que les mythes leur disent. Ceux-ci sont des explications vraies. Évidemment, cette croyance en la vérité des mythes est fondamentale. Et c'est vrai que ça détermine, y compris dans l'esprit, ce phénomène. Par exemple, la croyance dans les différentes formes qu'avait la Terre, et évidemment, ce à partir de quoi ensuite toutes les opérations de l'esprit humain sont mises en œuvre pour construire des récits concernant les origines de l'univers, des hommes et des sociétés, mais qui ont trait à l'idée qu'on se fait de ce temps prototypique à la base. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on ne peut que relever la poésie des récits des astrophysiciens. Ils ont peut-être senti le rapport qu'il y a entre les bribes de vérité scientifique et l'appel au récit. Alors si ce sont des individus qui créent les mythes, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois, vous vous souvenez, ce sont des individus qui sont à la base de la création des mythes. Si ce sont donc des individus qui créent les mythes ou les transmettent, pour passer à l'état de mythe, le récit doit être adopté sur un mode collectif et pour cela être reconnu comme porteur de réponses vraies à des problèmes. Ça c'est important. Ça répond à des problèmes. Les mythes n'ont pas d'auteur, ils ne peuvent avoir qu'une origine surnaturelle, mystique, révélée, ou venir dans la mémoire collective. En cela, les mythes relèvent du sacré, alors que les contes d'Ésope ou de La Fontaine ne relèvent que du profane. Voilà. Donc je redis un peu ce que j'essayais de suggérer tout à l'heure. La question des mythes a été moins travaillée en psychanalyse que la question du fantasme, qui serait aux individus ce que le mythe est au groupe. Et c'est pour ça que la question de la traversée du fantasme, si cette question n'est pas inscrite à l'ordre d'une psychanalyse qui par ailleurs se réfère à des éléments mythologiques, on reste dans l'univers mythologique. C'est le problème des psychothérapies pour une part. Dès lors qu'au moins d'un point de vue analytique, on ne reste pas très intraitable sur des questions comme le désir indestructible, discriminant de la psychanalyse. Donc, avançons un peu. Produits de l'esprit humain, les mythes ne trouvent leur efficace que si l'humanité qui les a produits est occultée. On revient toujours à la question de l'origine qui est de toute façon occultée. Avec la croyance que l'impossible est possible, selon la belle formule de Godelier. Ce qui nous renvoie pour nous aux questions de l'impossible, le réel comme impossible. Se présupposer à la fois de la pensée mythique et de la pensée religieuse est à la fois un acte intellectuel, cognitif, affectif et un acte de foi. Qui n'exclut pas le doute. Par exemple, croire
à une vérité dite révélée comme le Fils de l'homme est en même temps le Fils de Dieu, n'empêche pas du tout d'être dans le doute. Souvenez-vous des récits de mystiques comme Thérèse d'Avila ou de Saint Jean de la Croix. Voilà, ce ne sont pas des gens qui passaient pour des gens absolument sûrs de leur certitude. Mais malgré tout, ils s'abandonnaient à cette vérité, puisque la vérité, dans un rapport mystique, d'emprise, pourrait-on dire, à Dieu. Quand l'homme accepte d'être dans ce rapport à la pensée mythique ou religieuse, il est dès lors séparé d'une partie de lui-même. Si les mythes des Amérindiens ne nous disent rien, ils expliquent tout aux Indiens. C'est-à-dire, leur fonction étiologique est pour les Indiens d'expliquer l'origine de l'univers, des hommes, de la société et des raisons de l'ordre qui y règne et doit y régner. Leur postulat est le même. À l'origine, les hommes et les animaux n'étaient pas distincts. Postulat commun aux tribus indiennes du sud et du nord de l'Amérique, non déductible des structures formelles universelles de l'esprit humain. Mais parce que ces tribus partagent depuis des millénaires des modes de vie qui impliquent des relations intimes, constantes avec les plantes et les animaux. À l'origine, les hommes, les animaux et les plantes étaient des personnes comme les humains. On reprend un peu ces idées actuellement. On voit certains jardiniers parler des plantes. On peut donc dire la même chose des récits mythiques que des règles de parenté. Ils servent à résoudre des problèmes sociologiques dans le cas de la parenté et ont une fonction socio-logique dans le cas des mythes. Soit une fonction idéologique qui contribue à occulter les contradictions sociales insurmontables, mais aussi à légitimer les transformations sociales réalisables. Donc, retenons au moins ceci, c'est qu'en fait, le mythe, ça a pour fonction d'expliquer des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un dépassement des contradictions, si dépassement il y a. Le fonctionnement et la reproduction des systèmes sociaux, par exemple, fonction que Marx attribuait aux idéologies. Donc vous voyez bien le déplacement qui a eu lieu dans la pensée politique, où on est passé du mythe à l'idéologie. Par exemple, dans le cas des mythes amérindiens, ceux-ci nous parlent de la domination des hommes sur la femme, de l'impossibilité pour les humains d'accéder à l'immortalité, de la propriété des sites de pêche ou de chasse, ainsi que de l'appropriation et de la redistribution de ces produits de pêche, de chasse et d'agriculture. C'est en somme ce que Marx appelait les rapports sociaux de production. Donc vous voyez cette espèce de translation qui a été repris par ce qui peut nous apparaître actuellement comme des idéologies, qui étaient avant de l'ordre de la mythologie. Puisque les différences entre les infrastructures des sociétés expliqueraient les écarts différentiels entre leurs mythes, comment penser le rapport entre l'universalité des opérations formelles de la pensée mythique et le contenu toujours particulier des mythes? Voilà. On peut dire que Lévi-Strauss a eu le courage de relever et de questionner, d'affronter cette question. Ouais. C'est pas très aéré tout ça, quand même. Je vous trouve très courageux. Et moi un peu fou de persévérer. Bon. Il y a peut-être des moments où ça va, mais je vous promets, c'est parce que je m'étais engagé la première fois à parler des mythes que du coup j'y suis allé, mais enfin on s'y perd dans les mythes. Parce que, donc retenons quand même, on va essayer de simplifier, que non. Bon, la transformation ce sera pour une autre fois.
Donc retenons ceci pour en gros de gros plans, que depuis toujours, les hommes, en produisant des mythes, s'efforcent par la pensée de s'expliquer à eux-mêmes l'univers qui les entoure et leur existence dans ce monde. Et ils le font non pas pour jouir du plaisir de fabriquer des théories, mais par besoin d'agir sur le monde et sur eux-mêmes. Ça, c'est quand même intéressant. Hein ? Voilà, c'est pas un principe de plaisir ou de jouissance qui les guide, c'est la nécessité d'agir sur le monde et sur eux-mêmes. Donc pour ça, on en appelle au mythe. Mais contrairement à ce qu'affirme Lévi-Strauss, les rites ne renversent pas la démarche de la pensée mythique. Au contraire, ils la renforcent car ils lui ajoutent la puissance de l'agir ensemble pour reproduire à la fois la société à laquelle ils appartiennent et leur rapport avec un monde dont ils partagent avec d'autres la représentation. Les rites n'opposent pas le vivre et le penser, ils ajoutent l'agir au penser. C'est tout simplement vivre. Voilà. D'ailleurs, le rite, c'est la traduction des mythes dans la réalité sociale. Et vivre pleinement, c'est transformer des réalités idéales en réalités vécues par les individus, et cela n'est possible que si ces réalités idéales se sont transformées en rapports sociaux, en institutions et donc en pratiques sociales. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont à l'origine d'institutions et de pratiques que les mythes sont en fait l'armature des rapports sociaux réels. Puisque les rites sont réels, les mythes ne peuvent être que vrais. Voilà. Le réel, en fait, est un langage marxiste pour dire que le réel est le symbolisme. D'où la circularité des évidences et des preuves de la vérité des mythes, fondateurs à la fois des religions et des formes de souveraineté politico-religieuse. Si je me permets de parler de ces petites choses-là, c'est pour faire état du débat actuel autour du populisme, évidemment. Et je vous renvoie à ceux que ça intéresserait. Il y a eu un cahier du Monde la semaine dernière sur la droite et la gauche, l'histoire d'un clivage, qui est assez intéressant, sur lequel on ne va pas s'amuser à revenir aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir comment ce clivage, d'une certaine manière, n'a pas permis de répondre aux questions des gens quand on rentrait dans ce que les gens ressentent de leur vie, la précarité, le devenir de leurs enfants, le monde du travail, les évolutions de société, et que c'est ça qui est actuellement qui pour une part rend compte de la reprise par une pensée souvent populiste des questions qui n'ont pas été traitées dans le cadre des partis traditionnels. Voilà. Si ça vous intéresse, vous vous reportez à ce travail, idée. Mais bon, je retiens qu'une chose, c'est que dans cet rapport au populisme, le jugement a priori est que le peuple pense, hein, et que ce jugement serait vrai. L'impossible, si le peuple est possible. Bon, évidemment, à condition d'y croire. C'est même le fait d'y croire qui confère aux déductions imaginaires des mythes leur valeur de vérité. Donc à cette question, les mythes supposent-ils d'y croire ? Évidemment non. Hein, mais alors, ils peuvent aussi devenir la vérité elle-même, évidente et insu, qui justifie la pratique sociale. Et c'est vrai que les mythes sont considérés comme sacrés pour ceux qui y croient, en leur vérité, alors que ce sont des fables pour ceux qui n'y croient pas. Par exemple,
Les contes et les légendes nous enchantent sans qu'on se sente obligé de croire à leurs histoires, a fortiori pour les fables. La fable de la cigale et de la fourmi est construite sur une opposition binaire, celle de deux animaux réels, transformés en personnages imaginaires chargés de symboliser des conduites humaines opposées, dont la fable tire à la fin une leçon morale et de bonne conduite. De même, les opérations de l'esprit humain, mises en corrélation en termes opposés, que ce soit en symétrie, en inversion, en contrariété et en contradiction, présuppose le désir chez les humains de croire que de tels mondes existent. C'est assez intéressant cette idée parce qu'on ne la voit pas, je trouve, cette remarque, que les opérations de l'esprit humain concernant ces différentes opérations que sont les contes, les légendes ou la création des mythes, évidemment, présupposent le désir chez les humains de croire que de tels mondes existent. Ça, c'est quand même une question, quand même. La pensée postule à l'encontre de l'expérience que de l'impossible est possible. C'est-à-dire qu'on postule en même temps qu'il existe des êtres ou des forces pour qui l'impossible est possible. C'est au cœur de la question de la mythologie, mais aussi, probablement, quand on se laisse entraîner dans ce désir de fantastique. Voilà. Les grands récits actuels, ils ont la main lourde là-dessus. D'ailleurs, s'il n'y avait pas cette désir chez les humains d'y croire, comment les enfants sont captés quand on les emmène voir ces films du moment, ils sont captés. Sinon, la machine combinatoire à produire des mythes, pensée mythique de Lévi-Strauss, ne fonctionnerait pas. Et ne produirait pas du sens pour les humains. Parce que le problème, quand vous êtes au cinéma, vous produisez du sens, ce qui n'est pas utile dans la vie. L'opposition binaire ne suffit donc pas. Au fond, derrière les choses qu'on voit, il existe des choses qu'on ne voit pas, qui peuvent faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, et qui sont la source commune des religions et des sciences. Alors, je voulais faire un tout petit rappel après. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Mais après, chacun reçoit ces mythes, contes et légendes, ou les fables, avec là où il en est de sa propre structuration psychique. Et je vous rappelle ce qui a commencé à être élaboré au cours d'un séminaire, il y a déjà 1 an ou 2 ici, qui depuis a trouvé une certaine forme d'aboutissement, et qui reprenait la question de la structuration de l'appareil psychique chez l'enfant, et qui posait d'abord la constitution d'un thésaurus phonématique, qui est le moment où l'enfant choisit parmi tout ce qui est ce bain de langage un certain nombre d'éléments, et qui l'amène évidemment à être dans un positionnement péremptoire au regard de ces phonèmes. Après, deuxièmement, je me contente simplement de vous dire un petit peu quels en étaient les différents étages de cette construction. Il y avait un peu plus tard, mais c'est au bout de quelques mois quand même, la vocalisation phonématique, qui est importante puisque c'est vraiment la première manifestation de l'apparition du sujet et de la subjectivité. Donc c'est évidemment des choses fort importantes que le petit homme, on peut dire, qu'il devient sujet avec ses premières vocalisations phonématiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il est fini pour autant. Donc après, il y aurait dans un troisième temps l'apparition du signifiant symbole, qui est ce avec quoi on travaille quand on fait dessiner les enfants, les jeunes enfants, comme c'était rappelé l'autre jour, ou à partir des dessins des maisons, de la fumée, des chemins qui y mènent ou qui en sortent. Certains y voient une représentation de l'image de soi-même. Mais cette apparition du signifiant symbole a une différence par rapport au signifiant même, qu'il entraîne une certitude. Donc on est dans un temps de certitude.
que ce signifiant symbole instaure l'idée de certitude. Enfin, plus tard, pour ça il faut que le symbolique soit déjà à l'œuvre, mais il était à l'œuvre dans le temps précédent, que l'avènement de l'imaginaire advienne comme produit du symbolique et non pas comme produisant le symbolique. Là-dessus, il y a souvent donc tout ce qui est du côté de l'image du corps ou du spéculaire n'est pas du tout dans cette, et même la question du narcissisme n'est pas à mettre de ce côté-là. Donc l'avènement de l'imaginaire serait l'origine, le maître des croyances. Après, quand on advient dans la non-croyance, on peut passer de la croyance au doute et au choix possible. Parce qu'il faut le rappeler, pour qu'un choix soit possible, il faut qu'on puisse choisir autre chose. On n'en est pas toujours là quand même dans nos façons de faire. Voilà. Pourquoi je voulais faire ce petit... Parce que on aura probablement à revenir sur ces questions de façon peut-être différente, mais voilà. Donc insistons sur certaines petites choses. Si ce sont bien les hommes et non les dieux qui inventent, fomentent les mythes, ce qui est inventé contredit l'expérience quotidienne, et la pensée mythique construit des représentations à l'aide de raisonnements analogiques. Voilà. Donc ça peut être extrêmement loin de toute réalité. Du coup, les discours des mythes apparaissent comme des révélations, et ces révélations comme des vérités que ceux qui les reçoivent croient et vivent. Ce sont ces mécanismes que Lévi-Strauss a décrits en vertu des jeux d'équivalence. C'est pas la peine on peut que le redire très vite pour qu'on retienne un minimum de petites choses. Il faut que celui qui les imagine, ces mythes et les raconte, ne soit pas perçu comme leur auteur. Sinon, ce mythe serait accueilli comme un conte ou une fable. Il faut donc que leurs auteurs humains disparaissent et qu'à leur place viennent occuper leur place des dieux, des ancêtres imaginaires qui avaient en ces temps anciens le pouvoir de communiquer directement avec les dieux. Faut bien dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les seuls humains à qui la société délègue ce genre de fonction, il n'y a guère plus que les chamans et les prêtres qui ont conservé ce pouvoir. Voilà. Et ce pouvoir est naturellement agissant dès lors qu'on rentre dans cette problématique. Ça va loin cette idée. Prenez la question de l'origine des plantes et de l'agriculture. Vous allez faire des trucs en disant je mets des graines et de l'eau, ça va pousser des trucs, ça va pousser. Mais dans une visée mythologique de la société, l'origine des plantes et de l'agriculture est effacée au profit de représentations de dons faits à l'humanité par des dieux ou des esprits bienfaisants. Donc vous voyez qu'il y a une notion tout à fait essentielle qui se dégage de ces trucs-là, c'est que l'homme est perpétuellement en dette au regard des dieux et des ancêtres. Voilà. Ça explique beaucoup de toute la question, non seulement du don, mais aussi de la question du sacrifice. Nous sommes toujours en dette. Mais pour que les mythes soient reçus comme autant de vérité, il faut que les schèmes qu'ils mettent en œuvre aient un sens pour ceux qui les ont écoutés et répétés à leur tour. Par exemple, j'essaie de raccourcir, c'est pour ça. Donc, le mythe de la pirogue est tout à fait intéressant. On peut dire que c'est un mythème et qui raconte le voyage en pirogue le long d'un fleuve, du soleil et de la lune.
Vous vous souvenez pourquoi ils avaient commencé, c'est qu'ils en avaient marre de se bagarrer, donc ils se sont dit qu'ils pouvaient peut-être s'associer. Alors, un voyage en pirogue le long d'un fleuve qui associe le Soleil et la Lune, dont l'un est à l'avant et propulse l'embarcation, alors que l'autre à l'arrière la gouverne. Chacun à leur place, ils ne peuvent être ni trop près ni trop loin. Hein? Pourquoi ? Le voyage en pirogue exclut le trop près, comme le trop loin, mais actualise la conjonction du ciel et de la terre, entre jour éternel et monde brûlé, hein, et règne de la nuit et de la pourriture, bien sûr. De même, enfin, la nuit éternelle, c'est un équivalent de la pourriture, de même que le soleil éternel. De même, le voyage en pirogue va signifier l'interdiction des mariages trop proches, incestueux entre frères et sœurs ou parents et enfants, ou l'interdiction des mariages trop lointains entre une femme, par exemple, et un serpent, ou un homme et un grizzly. Voilà. Donc c'est signifié par des mythes. Et ce que la pirogue met à distance, ce sont la conjonction et la disjonction même. C'est-à-dire l'idée de se rapprocher, l'idée de s'éloigner trop. Ça ne peut être ni l'un ni l'autre. Cette notion demanderait à être explicitée, mais elle me paraît tout à fait intéressante. Parce qu'en fait, le schème du voyage en pirogue, du Soleil et de la Lune, doit permettre de penser les règles du bon mariage. Ni trop proche pour éviter l'inceste, ni trop lointain avec des inconnus ou des êtres non humains. Voilà. Et on voit bien à quoi ça fait référence dans la vie des sociétés. Il y a la question des frères jumeaux, des maris et femmes, des rivaux, qui peuvent signifier beaucoup d'oppositions différentes. Alors là, on a un autre aspect du problème des mythes, sur lequel on pourrait effectivement discuter, qui est que les mythes et la pensée mythique fonctionnent comme des machines à supprimer le temps et l'histoire. Il était un temps, il était une fois, des choses. C'est plutôt comme ça. Et on a vu que, en fait, on peut complètement détruire des origines mythologiques. C'est ce que une certaine forme de colonisation a fait dans certains empires, notamment l'empire précolombien, dont les structures reposaient sur les hiérarchies politico-religieuses. Et la domination de l'Occident et le christianisme, en arrivant là-bas, en empêchant toutes ces formes d'idolâtrie et d'hiérarchie politico-religieuse, a entraîné la destruction de ces peuples et de leurs valeurs. Et on peut penser que c'est le cas actuellement aujourd'hui en Afrique, dans certains pays, je pense au Nigeria, où l'islam, sa poussée, son expansion, emporte la résistance de ces populations. Donc là, on a un autre trait qui est fort important à signaler, c'est que les mythes, à force de se transformer d'un mythe à un autre, d'une société à une autre, sont affectés tantôt dans leur armature, tantôt dans leur code, tantôt dans leur message. Il arrive que l'intégralité de la formule primitive s'alterne et qu'au fond on peut évoquer l'exténuation d'un mythe sans pour autant qu'il disparaisse. Voilà. L'idée de la pensée mythique pourrait disparaître est une pensée qui pour l'instant n'est pas à l'œuvre. Par contre, un mythe se transforme et peut s'exténuer.
Deux voies restent alors possibles pour un auteur comme Lévi-Strauss, celle de l'élaboration romanesque, qui fait que pour lui, le roman a sa source dans le mythe, dans des mythes qui se seraient exténués, mais n'auraient pas disparu, et également dans celle du réemploi au fin d'une légitimation historique, quand on refait l'histoire après coup. Cette histoire pouvant être rétrospective, fonder un ordre traditionnel et qui rejoint souvent politiquement une pensée qu'on situe à droite, soit se projetant pour faire de ce passé l'amorce d'un avenir qui commence à se dessiner. Et on peut lire là-dedans une pensée qui souvent, révolutionnaire ou pas, puisque la révolution elle est radicale qu'en apparence, puisque c'est le changement, c'est tout, donc c'est souvent rien. On change un ordre pour un autre, mais on n'est pas dans ce mouvement de la vie du mythe. Donc c'est souvent donc une pensée de gauche qui est plutôt tournée vers l'avenir, les projets. Quel projet, vous voyez bien, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc d'un côté, on est plutôt à gérer des traditions, de l'autre côté, à préparer un avenir radieux, bien évidemment. Quand on n'est pas honnête, c'est ce qu'on dit. En tout cas, une continuité organique se fait jour entre mythologie, la tradition légendaire, des légendes, et ce qu'il faut bien appeler la politique. S'il y a un lieu où la mythologie a toute sa part, évidemment, c'est bien la politique. Voilà, j'avais prévu de vous parler un peu d'Orphée, mais ça sera pour une autre fois. Parce que je trouve que Cocteau, quelquefois, a des fulgurances intéressantes. Voilà. Alors, faut-il vous parler des composantes du mythe? Est-ce que vous pensez que ça va vous servir dans votre pratique pour élaborer, par exemple, l'analyse des rêves? Ou bien bêtement, pour accueillir des gens qui viennent vous voir? Vous allez me dire non. Et si ça avait un intérêt du plus haut intérêt, hein? Moi je trouve que ça crée de la culture, voilà. Ça fédère les gens, je trouve ça très intéressant d'avoir la structure de comment on fabrique un mythe. D'accord. Moi je m'appuie dessus personnellement. D'accord. Donc dans les composantes d'un mythe, vous avez d'abord l'armature. Bon, ça ne va pas être d'une clarté époustouflante en 3 minutes, hein. Mais bon, ça permet d'aller s'y référer. L'armature, c'est l'ensemble des propriétés invariantes dans au moins 2 mythes. C'est intéressant parce que l'armature fait état de ce qui constitue l'armature, oui, de ce qui la constitue, et qui est fait d'une série d'oppositions le plus souvent binaires. Par exemple, les mythes qui portent sur l'origine des femmes consistent en 3 oppositions: mâle-femelle, haut et bas, et conduite modérée et conduite immodérée. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Lévi-Strauss a cru pouvoir les définir en faisant abstraction de la subjectivité. Il reconnaît à la fin de sa vie que la subjectivité de l'ethnologue est évidemment l'essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir certaines variantes plutôt que telle autre. Donc retenons de l'armature que ça définit un cadre binaire. C'est assez intéressant quand même ça, hein, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que c'est aussi le mythe d'Orphée, auquel je n'ai pas parlé, mais c'est aussi le sens et le son. Donc ça se réfère au langage et plus encore donc aux lois de fonctionnement de l'esprit humain. Ça c'est l'armature. Bon. Après, la seconde composante du mythe concerne les codes, ou les lexiques, ou les syntaxes. Pour en rester au code,
Quand vous avez défini, par exemple, l'origine des femmes, vous allez assigner des fonctions à cette armature. Par exemple, vous parlez des femmes. Bon, vous allez vous intéresser dans les codes au code sensoriel. Quelle est la place du code visuel, visible, invisible, au code olfactif, odorant, puant, au code gustatif, le doux et l'amer, au code acoustique, aigu, grave, code tactile, lisse, rugueux. Donc à l'intérieur d'une armature, vous choisissez des codes. Mais ça peut être aussi des codes, ça c'était des codes sensoriels, mais ça peut être aussi des codes sociologiques, entre consanguins et des alliés, entre des hommes libres et des esclaves, entre partenaires et rivaux, entre une fonction endogamique ou une fonction exogamique. Vous pouvez aussi choisir des codes techno-économiques, comme la chasse et la pêche. Vous pouvez évidemment aussi choisir des codes culinaires, le cru, le cuit, le sucré, le salé. Ou des codes alimentaires, les manières de manger, les manières de table, disent certains. Les codes sexuels, hommes et femmes. Ce en quoi se réduit essentiellement le code freudien. Les codes anatomiques, pénis, vagin, vestimentaire, le nu et le vêtu, esthétique, beau et laid, etc. Bon, voilà. Pour vous donner une petite idée de la manière dont on peut classifier les choses. La convertibilité réciproque des codes, parce qu'ils sont convertibles, l'exemple dont on va parler un peu tout à l'heure concerne éventuellement les manières de table concernant le cru et le cuit. Donc la convertibilité réciproque des codes a pour fondement un postulat de la pensée mythique qui ne relève pas de la logique, mais qui est d'essence philosophique, qui pose que tous les niveaux de l'univers et de la vie sociale sont convertibles les uns dans les autres. Et ce postulat, naturellement, puisqu'il en faut toujours un, ne relève pas d'expérience concrète et de la société dans laquelle nous vivons. Il est comme ça, on l'a posé. Alors ça, c'était on a parlé de l'armature, on a parlé des codes, on peut parler des axes aussi. Alors, les codes développent leur message dans des axes différents sur lesquels se distribuent les transformations qui permettent de passer d'une variante d'un mythe à un autre. Alors ça, on peut prendre l'axe qui unit le cru et le cuit. Donc cet axe-là, dans l'analyse qu'en fait Lévi-Strauss, est caractéristique de la culture. Celui qui unit le cru et le pourri est caractéristique de la nature. Le cru et le pourri. Vous y êtes. Le cru et le cuit, c'est de la culture. Le cru et le pourri, c'est de la nature. Puisque la cuisson accomplit la transformation culturelle, comme la putréfaction en est la transformation naturelle. Donc en conjoint, vous avez le passage de la nature et de la culture, en passant du pourri au cru ou au cuit. Cette lecture est celle d'un esprit occidental, bien évidemment. Ce que Lévi-Strauss, dans l'Histoire de Lynx, un livre de 1991, admet, le choix, la définition des axes et des codes doivent beaucoup à la subjectivité de l'analyse qui procède par essai et par erreur. Reste que, comme le montre un travail comme celui de Philippe Descola, il existe plusieurs manières de penser les rapports entre nature et culture. Le livre qu'évoquait Marina l'autre jour, donc je vais parler très brièvement parce que vous en avez parlé, parle de la nature et culture, qui sont des manières il existe plusieurs manières de penser les rapports entre nature et culture, et Descola, il fallait bien qu'il apporte quelque chose, professeur au Collège de France, qui sont les quatre grands types
d'ontologie, il pose ça comme ça, entre nature, il y a 4 types d'ontologie différentes, 4 modèles de lien social, nous on dirait plutôt, d'identité et d'altérité, qu'il a défini comme l'animisme, le naturalisme, l'analogisme et le totémisme. L'intention de Lévi-Strauss était de dissiper justement l'illusion totémisme, afin de la rapporter à une caractéristique universelle de l'esprit humain. Pour ce faire, il fait dériver le social, du psychique, des catégories de l'esprit. Voilà. Mais évidemment, c'est casse-gueule comme démarche, de faire dériver tout le social de l'esprit. Et pour échapper à ce préjugé sociocentrique, il subordonne les réalités sociales aux réalités ontologiques imputables aux existants. Donc chaque existant que nous sommes, serions porteurs d'une ontologie particulière. Enfin, qui rentrera dans le cadre, pour Descola, d'une des 4 ontologies dont il a évoqué. Si le totémisme, par exemple, souligne la continuité matérielle et morale entre humain et non-humain, l'animisme prête, comme le totémisme, au non-humain l'intériorité des humains, mais s'en différencie par le corps. D'accord ? Ça, c'est assez simple à retenir, et puis je pense que votre travail a fait son œuvre avec le temps. Le naturalisme nous rattache au non-humain, matériellement, mais nous en sépare culturellement. D'accord. Quoi de différent entre une plante et un esprit humain ? D'accord. L'analogisme insiste sur les relations de correspondance. L'analogisme, c'est souvent ce qui est donné comme étant le plus proche. En réalité, c'est le plus éloigné. Je m'en suis expliqué ailleurs. Au total, les mythes sont des récits qui nous racontent des séries d'événements survenant par l'action de personnages réels et ou imaginaires dans un champ sémantique déterminé par différentes séries d'oppositions. La pensée mythique pense de fait des concepts englués dans des images, c'est-à-dire comme des signes qui portent un sens. C'est ça la grosse différence entre, je dirais, des signifiants linguistiques et les signifiants de l'inconscient. Ce ne sont donc pas des signifiants de l'inconscient. Donc quand on est dans la mythologie, on n'est pas dans l'inconscient. Voilà. C'est définitif, mais on dit pourquoi. Donc ces signes dont j'ai évoqué à propos du mythe de la pirogue sont des mythèmes qui sont un animal, un être surnaturel, un démiurge, qui autrefois pouvait prendre une forme humaine ou animale. Donc ce qu'il faut entendre d'une affaire comme celle de la pirogue, c'est que la pirogue, vous avez vu, elle dispose quelqu'un en avant, quelqu'un en avant, quelqu'un à l'arrière, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui qu'est-ce qu'il fait, bon, il fait pas, il propulse, il fait le boulot, puisque l'autre dirige à l'arrière. Donc on veut lui deviner de quel sexe est celui qui est à l'avant et celui qui est à l'arrière, bien évidemment. Par exemple, mais si on a l'esprit occidental, peut-être qu'un esprit amérindien ne posera pas les choses comme ça. Donc en tout cas, ce que la pirogue met à distance, c'est la conjonction entre cette tête qui est à l'avant et cette tête qui est à l'arrière, cette tête qui fait marcher et l'autre qui propulse et l'autre qui gouverne. Donc la pirogue met à distance la conjonction, pour pas qu'on soit trop serré, que les mariages que nous allons faire du coup soient trop incestueux, et mettant à distance, en même temps que la conjonction, en même temps que la conjonction, elle met en place la disjonction. La pirogue met à la bonne place ces deux protagonistes, pour éviter que nous soyons à la fois trop incestueux, mais à la fois trop dissemblables. Voilà. Donc, ce que la pirogue met à distance, ce sont la conjonction et la disjonction. On pourrait dire ça de toute mythe.
Quant au schème, c'est une opération de l'esprit et qui est la construction d'une série de représentations. Il a une structure logique et une efficacité tant sémantique que symbolique propre. La présence de ces mêmes schèmes mythiques dans les deux Amériques se chiffre en millénaires, sur des distances considérables. Pour Lévi-Strauss, ces schèmes sont producteurs d'énoncés différenciés, transformant des mythes plus anciens. Voilà. Donc là, je vous ai fait évidemment un survol qui se fera en auto, si bien vu, les nouvelles découvertes qui sont présentées au Bourget, les voitures volantes. Donc bientôt, tout ceci se fera à fond la caisse. Donc retenons que dans les composantes d'un mythe, nous avons vu à l'œuvre l'armature, les codes, les axes, et on peut parler de schème, effectivement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, du coup, j'ai bien fait de passer un nombre de choses et je m'excuse encore d'infliger tout ça. Enfin, je m'excuse sans m'excuser, parce que j'estime que quand on choisit ce genre d'orientation professionnelle, on se doit de se cultiver dans ces champs et éventuellement d'élaborer, de réélaborer toujours de nouveau, surtout si, comme j'en soutiens l'idée, on essaie de se défaire d'une psychanalyse qui ne l'était pas à l'époque, mais qui l'est devenue avec les connaissances des sciences sociales, assez mythologique, et de voir quelles seraient les conditions pour qu'on sorte la mythologie de la psychanalyse de cette mythologie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je m'excuse. Je vous souhaite de bien travailler surtout. Merci. Voilà.